Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de jeter un œil au ciel de naissance d'un monument du cinéma français, d'une grande vedette du cinéma français, qui pourtant n'était pas français. Il s'agit de Lino Ventura. Alors, Lino Ventura est un acteur italien, pas français, qui est né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, et mort le 22 octobre 1987 à Saint-Cloud, en France. Bien qu'ayant réalisé la majeure partie de sa carrière cinématographique en France, l'acteur est resté de nationalité italienne toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de son parcours ? On peut peut-être commencer par les origines. Alors, un mot quand même sur son statut marital et puis son rôle de père, puisque on ne va pas lire toute sa biographie, c'est assez long. Il faut noter qu'il est père de 4 enfants, et notamment d'une fille handicapée, Linda, qui est décédée en 2025. Il a fondé en 1966 avec sa femme Odette une association qui s'appelle Perce-Neige et qui est destinée à venir en aide aux personnes handicapées mentales, comme sa fille. En fait, sa fille a eu un accident à la naissance et elle en est restée handicapée mentale. Alors on voit que c'est un papa qui a pris son rôle de père très à cœur, non seulement par rapport à sa propre fille, mais pour tous les autres enfants qui étaient eux aussi handicapés et pour lesquels les structures manquaient à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit donc qu'il est né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, sous le nom d'état civil d'Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, avec pour papa Giovanni Ventura, un Sicilien qui avait immigré à Parme, et Luisa Borrini, dont il est l'unique fils. En 1927, il était âgé de 7 ans et 10 mois lorsqu'il a quitté l'Italie avec sa mère pour rejoindre son père qui était parti quelques années auparavant travailler à Paris comme représentant de commerce. Mais une mauvaise surprise les attendait. Une fois arrivés dans la proche banlieue parisienne, à Montreuil, le 7 juin 1927, la mère et le fils n'ont pas trouvé Giovanni, le père. Ce père a disparu. Ils ne le retrouveront jamais. En tout cas, plus tard, sa trace sera retrouvée, mais ailleurs. En fait, il les a abandonnés. Par la suite, donc, Lino Ventura n'évoquera que rarement et à contre-cœur ce père absent. Lino et sa mère se sont installés chez des amis, d'abord, au cœur de la communauté italienne à Paris, et on nous dit que l'intégration ne s'est pas faite sans problème. Ils ont déménagé ensuite et la mère de Lino Ventura a décroché un emploi de femme de chambre dans un hôtel. Alors on nous précise que pour compléter les revenus de sa maman, le jeune Lino a quitté l'école et a travaillé dès l'âge de 9 ans. C'est très jeune. Il a exercé successivement différents métiers, portier, livreur, mécanicien, représentant de commerce et employé de bureau. Parallèlement, on nous dit que ses jeunes amis lui ont fait découvrir le sport et dans ce contexte sportif, à l'âge de 16 ans, il a rencontré Fred Oberländer, un champion autrichien de lutte gréco-romaine qui résidait dans un hôtel où travaillait sa mère. Et donc, ce champion de lutte l'a convaincu de s'entraîner régulièrement à ce sport, la lutte gréco-romaine, dans la salle d'un club athlétique de là où il résidait. On nous dit que ça lui a appris, c'est ce qu'il dira de ses propres mots, l'humilité et la fraternité en pratiquant ce sport. Ça l'a également aidé à se forger une mentalité de gagnant, ce sont ses mots. Alors, en 1935, il était coursier dans une agence de voyage et il y a rencontré Odette Lecomte, qui était également âgée de 16 ans.
Ça sera, semble-t-il, l'amour de sa vie et ils se marieront plus tard. Comme il avait gardé sa nationalité italienne de naissance, il s'est retrouvé enrôlé dans l'armée italienne au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais il désertera cette armée au moment de l'effondrement du régime italien en 1943. Et il rejoindra Odette à Paris, qu'il avait épousée le 8 juillet 1942. On nous dit qu'il a été menacé d'être dénoncé et donc afin de ne pas être arrêté par les Allemands, il s'est caché dans la localité de Barassé en Maine-et-Loire, dans une maison servant de grange et qu'il est revenu pour l'acheter une fois la guerre terminée. Alors donc, une fois la guerre mondiale terminée, il a commencé une carrière de catcheur, plus rémunératrice que la lutte. Et quelle carrière, puisque cette carrière a atteint son apogée en février 1950 lorsqu'il est devenu champion d'Europe des poids moyens pour l'Italie, puisque c'était sa nationalité. Malheureusement pour lui, sa carrière avec ce titre de champion d'Europe a pris fin la même année, le 31 mars, lorsqu'il a été victime d'une double fracture ouverte à la jambe droite à la suite d'une chute mal préparée dans un combat. Alors que faire ? Eh bien, il est devenu organisateur de combats, donc de catch, pour une vingtaine de catcheurs de son écurie. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec le cinéma. Eh bien non, au début, c'est quelqu'un qui ne se destinait pas du tout à une carrière dans le cinéma. On nous dit qu'en 1953, le réalisateur de films, Jacques Becker, cherchait quelqu'un dans son genre, c'est-à-dire un type qui avait un peu un physique de brute, un physique de type solidement bâti, avec le visage qui allait avec ce genre de physique. Donc, le réalisateur cherche une force de la nature dans un genre un peu italien pour jouer face à Jean Gabin dans son film « Touchez pas au Grisby ». Il a rencontré Lino Ventura et il a souhaité que ce soit lui qui joue le rôle d'Angelo, le chef de gang, dans son film. Alors d'abord, Lino Ventura, qui n'était pas du tout attiré par le cinéma, a décliné le rôle. Il n'a pas voulu répondre favorablement. Mais comme le réalisateur a insisté, eh bien qu'est-ce qu'il a fait, histoire de refuser de façon polie et élégante ? Eh bien, il a demandé un cachet, c'est-à-dire un paiement pour son rôle d'acteur dans ce film, un cachet égal à celui de la star de l'époque, Jean Gabin. Il pensait que, comme c'était délirant comme demande, eh bien le réalisateur allait refuser. C'était évident pour lui. La question ne se posait même pas. C'était d'ailleurs une façon polie de refuser le rôle. Mais le producteur du film ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a dit, il faut absolument quelqu'un, le temps presse, et puis il faut que ça soit quelqu'un dans son genre. Donc, on accepte. Et bien donc, à la surprise de Lino Ventura, sa demande a été acceptée. Mince, le voilà maintenant obligé d'honorer le oui qu'il avait dit. Donc, il a joué dans ce film. Il n'avait pas spécialement d'espoir par rapport à ce rôle, mais à la sortie du film « Touchez pas au Grisby », ça a été un énorme succès public en 1954, et puis mieux que ça, la présence de Lino Ventura a carrément crevé l'écran, c'est ce qu'on nous dit. Il est devenu très populaire quasiment instantanément. Alors cela dit, lui n'y croyait pas trop, et donc on nous dit qu'il a conservé jusqu'en 1958, c'est-à-dire pendant 4 ans encore, ce qu'il appelait un vrai métier. Pour lui, jouer dans un film, c'était pas un vrai métier. Il a conservé un métier d'organisateur de combat de catch et de gérant d'une entreprise de layette. Donc c'est quelqu'un qui était habitué à travailler, on le voit. En revanche, dans le milieu du cinéma, on nous dit qu'il a été immédiatement adopté, et en particulier par Jean Gabin,
On sait que Jean Gabin avait une personnalité un peu à l'image de son physique, une personnalité un peu rugueuse. C'était un gros dur qui finalement était assez timide, se méfiait un peu des gens, n'en voyait pas dire ce qu'il avait à dire. Eh bien, l'alchimie a fonctionné avec Lino Ventura qui, semble-t-il, était un peu du même genre. Alors on nous dit que donc il a tourné 5 films en 4 ans avec Jean Gabin, qui est devenu son grand ami, mais il a également été adopté immédiatement par le public. Alors on nous dit que sa carrure, sa gueule et son naturel exceptionnel ont fait de lui l'interprète idéal des films noirs, de truands ou de policiers durs à cuire au grand cœur. Alors on nous dit que ce genre de rôle avait le vent en poupe à cette époque. Alors, il a tourné immédiatement plusieurs films qui sont quand même restés dans l'histoire du cinéma. Par exemple, Razzia sur la Schnouf, Le feu aux poudres, La loi des rues, Le rouge et mis, 3 jours à vivre, Maigret en un piège, Ascenseur pour l'échafaud. Alors, Ascenseur pour l'échafaud, c'est resté un chef-d'œuvre. Marie-Octobre ou Montparnasse 19. On nous dit que donc sans avoir pris de cours de comédie, c'était quelqu'un qui n'avait jamais envisagé de carrière dans le cinéma. Quand on lui a proposé un rôle, il a commencé par refuser et puis ensuite il n'y croyait pas. Et bien malgré tout cela, il est passé rapidement du statut d'acteur de second rôle à celui de tête d'affiche. On nous dit que son jeu d'acteur s'est affiné au cours de ses prestations dans les films. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre le concernant? Eh bien, ensuite, on nous détaille, ma foi, son envolée dans le monde cinématographique, les différents rôles qu'il a connus avec différents réalisateurs. Et puis, en fait, le rôle d'acteur au cinéma, c'est quelque chose qui ne l'a plus quitté ensuite. Alors, voilà pour un survol de la vie de ce monsieur. Qu'est-ce que peut nous dire son ciel de naissance? Si on le regarde de plus près, voilà la position des planètes au moment où ce monsieur Lino Ventura est né à Parme en Italie le 14 juillet 1919 à 9h30 du matin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la plupart des planètes sont regroupées dans cet espace. Ailleurs, on ne trouve que la Lune ici en Verseau, et Uranus en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On voit d'abord donc le Soleil en Cancer, dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer est traditionnellement lié à la mère, à la femme, à la famille, aux origines. Alors on voit que c'est un thème important dans sa vie. Pourquoi? Parce que d'origine italienne, il a émigré avec sa mère en France pour rejoindre son père, lui aussi qui avait immigré plus tôt en France. Et ça sera le premier grand choc sans doute de sa vie. Son père avait disparu. Son père les a abandonnés. Alors on peut presque voir ça ici avec... eh bien, dans le signe du Cancer, on voit la planète Pluton, la planète des ténèbres, ici, dans le signe de la famille. On voit qu'il y a un élément de mystère, un élément de disparition dans ce signe, donc lié à la famille. On voit malgré tout donc ce soleil ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce signe du Cancer? On voit que le soleil ici est conjoint à Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, l'enrichissement, les choses qui grossissent, qui enflent, qui se développent, qui s'enrichissent. En effet, eh bien, on peut dire son attachement à sa maman, son attachement à ses origines lui auront plutôt porté chance dans la vie. Ça aura été un facteur de succès puisque son côté italien, son côté... sa gueule, on pourrait dire son charme, lié sans doute à son côté italien, en tout cas c'est ce qu'on nous dit dans la biographie que je vous ai lue, a fait pour beaucoup dans le fait qu'il ait été recruté comme acteur, ce qui a déclenché tout le reste et sa célébrité. Alors le signe du Cancer, donc, on le voit ici, est habité par d'autres planètes,
Pluton, donc, Pluton, une planète très sombre ici, dans ce signe familial, ça peut correspondre à la disparition, littéralement, de son papa. Pluton est ici en conjonction avec Mars. Alors on a deux planètes très agressives, l'une agressive mais de façon très directe, Mars, l'autre de façon plutôt souterraine, Pluton. Avec Pluton, on parle plutôt des instincts, l'instinct de survie, l'instinct d'autodéfense, l'instinct de défense de ce qu'on aime. On prend leur défense, par exemple. Ici, c'est lié à Mars. Mars, c'est vraiment le symbole on pourrait dire du guerrier, du boxeur, par exemple. Ici, les deux sont liés. Alors, l'association de ces deux planètes, Mars et Pluton, fait effectivement penser à un guerrier ou à un boxeur. D'autant plus qu'ici, ces deux planètes, la conjonction de ces deux planètes, est bien reliée, on le voit par ce trait bleu, par ce trigone, à Uranus en Poisson. Uranus, que fait cette planète? Uranus, c'est le réflexe de survie, le réflexe de l'individu qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas enfermer et qui réagit. Alors ça peut être à différents niveaux, ça peut être de façon symbolique par rapport à une situation, mais ça peut être aussi de façon physique. Uranus va représenter entre autres les réflexes, les nerfs par exemple. Ici, cette planète est bien reliée donc aux muscles représentés par Mars et par les instincts, ici l'instinct de défense, de se battre, représenté par Pluton. On a donc une configuration qui est tout à fait favorable à quelqu'un qui choisit l'exercice de la lutte, par exemple, comme on a vu, ou du catch. C'est pas étonnant qu'il ait réussi. Cette position planétaire dans son ciel de naissance montrait quelque chose de favorable dans ce sens. Alors après, évidemment, suivant les gens, certaines personnes vivent les configurations planétaires différemment d'une personne à l'autre. Mais on voit ici qu'il y avait une prédisposition. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit aussi que cette configuration d'un Mars qui donne quelqu'un d'actif, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui réagit. Avec Mars, on prend les choses en main. Lié à Pluton, l'instinct de survie par exemple. Ces deux planètes sont bien reliées à quelle autre planète? Vénus. Vénus, c'est l'apparence physique. C'est aussi ce qui se dégage d'une personne. C'est aussi ce qui plaît ou ce qui déplaît. Alors, souvent, en lien, on associe à Vénus la sensualité, c'est-à-dire l'effet qu'on peut produire au niveau des sens de quelqu'un d'autre. Et ici, cette planète Vénus se trouve à l'ascendant, c'est-à-dire son physique. On a donc un côté ici bad boy, un côté, son physique de, comment on pourrait dire, de lutteur, de catcheur, et puis l'air de son visage qui va avec, hein, l'air de celui auquel il ne faut pas se frotter, il ne faut surtout pas l'embêter, il ne faut pas l'exciter, puisque avec cette conjonction Mars-Pluton, on s'expose à un point dans la figure, par exemple. Eh bien, ce côté-là, ce côté un peu macho, on voit avec ici ce sextile à Vénus, à l'ascendant, donc son apparence physique, on voit que c'est un facteur de séduction. On voit que c'est quelqu'un dont le physique devait séduire. Alors, puisqu'on en est dans le physique, regardons donc où se trouve son ascendant. L'ascendant dans un ciel de naissance, ça représente alors l'apparence physique, mais aussi la façon dont on se présente aux autres. Ça peut être le comportement, par exemple, etc. Alors ici, cet ascendant, il est en Vierge. Donc on a quelqu'un qui n'est pas exubérant. En Vierge, on a plutôt quelqu'un, j'allais dire presque timide. Alors, faut pas exagérer non plus, c'est pas non plus un autiste, faut pas exagérer, mais plutôt quelqu'un qui va rester sur une certaine réserve, qui peut participer à son charme, puisqu'on a Vénus ici à l'ascendant. Vénus en Vierge, c'est un charme, mais un charme plutôt discret. C'est pas un charme exubérant, c'est pas le type qui arrive habillé de couleurs vives, de lunettes extravagantes.
dans une voiture, je sais pas, rose ou dorée, et qui va faire tut-tut pour attirer l'attention. Pas du tout. Ici, on a plutôt un charme discret, mais on le voit avec ce sextile à Mars et Pluton, très viril. Et alors, un sextile Vénus-Pluton, alors là, c'est la sensualité assurée. Alors, Vénus, la planète on pourrait dire du charme, de ce qui est agréable à l'œil, au sens, ce qui suscite des sentiments favorables, est bien relié à la planète Pluton des instincts, des choses inconscientes. On voit ici le charme, euh, on pourrait dire, qui joue sur l'inconscient collectif. C'est ce qu'on peut voir avec cet aspect-là. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cet ascendant? On voit que l'ascendant, près de l'ascendant, il y a donc cette planète Vénus qui joue dans un sens de séduction, mais également pas loin, on a cette planète Saturne. Alors Saturne, c'est autre chose. Saturne, c'est une planète très austère. C'est une planète aussi qui dit que pour aller loin, il faut ménager ce qu'on a, ménager ses ressources, s'imposer une discipline, ne pas faire n'importe quoi. Souvent, avec Saturne, on ne peut compter que sur soi. Saturne, souvent, là où il se trouve, dans un thème, impose des épreuves, des difficultés qui forgent le caractère, qui forcent à grandir, qui forcent à prendre ses responsabilités. Ici, on voit que ce Saturne est dans la maison 12, justement la maison des épreuves, la maison des choses de la vie contre lesquelles, ma foi, on ne peut pas grand-chose. Il faut qu'on se prenne en main. On est un peu tout seul face aux événements. Dans sa biographie, c'est bien ce qu'on constate avec ce monsieur qui très tôt a été confronté, voilà, à la disparition, la défection, on pourrait dire, de son père. C'est ce qu'on voit ici, hein, avec cette planète Saturne qui malheureusement est opposée à Uranus. Uranus, ça peut représenter des événements brusques, inattendus. Ici, ces événements brusques et inattendus ne sont pas des événements heureux. C'est une mauvaise surprise, si on peut dire. Une mauvaise surprise qui, à l'autre extrémité avec Saturne, représente ici, puisque c'est en maison 12, une épreuve, et force à prendre ses responsabilités. On n'a pas le choix, on est tout seul, on est obligé de faire face avec Saturne. Alors on voit que cette planète, proche de son ascendant, a dû sans doute marquer son caractère. C'est un peu l'idée qui se dégage aussi de sa biographie. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le ciel de ce monsieur? On voit ici que la plupart des planètes qui se trouvent ici en Cancer se trouvent dans le secteur 11. Si on découpe le ciel en 12 secteurs, chaque secteur a une signification. Le premier, qui commence avec l'ascendant, c'est la personne, son physique, sa santé, sa façon de se présenter aux autres. Le second secteur, c'est les ressources dont dispose la personne. Ça peut être, souvent, c'est sa façon de gagner de l'argent ou de gérer de l'argent, par exemple, etc. Quand on arrive au secteur 11, qui est celui qui nous intéresse ici, puisqu'il est très occupé par 4 planètes, qu'est-ce qu'on peut dire du secteur 11? C'est le secteur des projets. Les projets dans la vie qu'on peut avoir, on peut se dire, moi, plus tard, j'aimerais bien faire ceci ou faire cela. Et également le secteur des gens qui nous protègent, des soutiens, des rencontres inattendues dans la vie qui vont jouer un rôle favorable. Eh bien, on peut dire que dans sa vie, il y a eu justement ce genre de rencontres tout à fait favorables. Alors c'était des hasards, on pourrait dire, heureux. D'abord de rencontrer ce réalisateur qu'il n'avait pas du tout recherché, mais qui lui, ma foi, l'a pris un peu au hasard, comme il aurait pris n'importe qui d'autre qui aurait eu son genre de physique. Ça a été la première rencontre qui a été décisive dans sa vie. Et puis ensuite Jean Gabin, une immense star à l'époque, c'était quelqu'un qui vraiment était au firmament, une grande star du cinéma, avec lequel ça a tout de suite collé, avec lequel ils sont tout de suite devenus amis. Alors vous pensez bien que ça a propulsé sa carrière.
Puisqu'on parle de carrière, eh bien regardons le milieu du ciel. Alors, le fond du ciel, si on regarde un ciel de naissance, le fond du ciel ici, c'est l'endroit d'où l'on vient, les origines, ça peut être la famille de départ. Le milieu du ciel, à l'inverse, tout en haut, c'est le point vers lequel on se dirige. On pourrait dire la destinée. Souvent, c'est l'occupation qu'on va avoir ou la profession qu'on va avoir. Ici, où se trouve le milieu du ciel, dans le signe du Taureau, qui est souvent associé aux arts, puisque sa planète maîtresse est Vénus. Eh bien ici, la planète maîtresse du milieu du ciel se retrouve à l'ascendant, c'est-à-dire que eh bien, son destin professionnel est en quelque sorte lié à ce qu'il dégage physiquement. Et c'est bien ce qu'on a vu dans sa biographie, en présentation. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans son thème? Alors pour revenir donc sur son milieu du ciel, le signe du Taureau est souvent associé à alors soit des choses concrètes, par exemple, comment on pourrait dire ça? Des gens qui travaillent la terre, ça peut être des menuisiers, des artisans, des gens qui ont un rapport concret avec la matière. Ça peut être ça peut être le fait aussi d'accumuler des choses de la matière, la gestion de l'argent par exemple, mais aussi souvent à des talents artistiques. Donc là, c'est bien le cas. C'est bien ce qu'on retrouve. Alors, la planète maîtresse du milieu du ciel, donc c'est Vénus, on la retrouve ici à l'ascendant, ce qui confère un charme énorme à ce monsieur, d'autant plus que cette planète Vénus est bien reliée à Pluton, les instincts, donc on voit bien que ça joue sur l'inconscient de ces dames, certainement. Et donc si on prend Vénus en tant que significateur sentimental, un significateur du couple par exemple, des relations qu'il a pu avoir avec d'autres personnes, alors on peut penser en particulier à ces dames, eh bien qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors d'abord on a ici un sextile Vénus-Mars qui renforce le côté séduisant de la personne. Il y a l'idée que son physique suscite évidemment des sentiments et c'est lié à son côté viril, son physique de catcheur entre autres par exemple, mais la mentalité qui va avec également. Eh bien, on voit aussi malheureusement une opposition de Vénus à Uranus. Alors autant vous dire que si Vénus signifie le couple, Uranus, qui est un symbole d'indépendance, d'originalité, du fait que la personne fait ses propres choix, ne veut être liée à personne, évidemment, c'est pas un bon significateur. Alors, ça peut être un significateur de coup de foudre, puisque Uranus signifie également des événements inattendus, des choses qui frappent comme ça, dans l'instant. Alors ça peut être un déclencheur de coup de foudre, mais sur le long terme, ça n'est pas favorable à une union classique, on pourrait dire. Ça peut être un symbole, lorsque comme ça c'est relié à Vénus, de divorce. Ça peut être également un symbole de personne qui peut-être peut donner des coups de canif dans le contrat. Et concernant Lino Ventura, s'il avait eu un coup de foudre pour Odette, avec laquelle il s'est marié assez jeune finalement, et avec laquelle il est resté, semble-t-il, toute sa vie, si j'ai correctement compris sa biographie, eh bien on apprendra plus tard qu'il avait également entretenu une liaison avec, je pense que c'est son attaché de presse, si je ne me trompe pas, pendant une dizaine d'années. Bon, eh bien on retrouve ici avec Uranus, opposé à Vénus, ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Si on prend la Lune comme la sensibilité de quelqu'un, alors la Lune c'est également la popularité, c'est également le rapport à la mère ou à la femme. On voit ici que la Lune est en Verseau. Alors c'est quelqu'un qui, sous ses dehors de gros dur, devait avoir une sensibilité assez moderne, quelqu'un qui devait être assez ouvert sur des idéaux assez humanistes. Alors évidemment, le fait que son père l'ait abandonné
alors pas lui spécialement, mais est abandonné sa famille, en quelque sorte, lorsqu'il était jeune, ça a dû sans doute le faire réfléchir et lui forger certaines valeurs humaines. Entre autres que lorsqu'un homme est responsable d'un enfant, il a cette responsabilité à vie. Lorsqu'on fait un enfant, eh bien, c'est pas une blague. C'est pas un jouet, c'est pas un animal. C'est un être humain. On en est responsable, que ça nous plaise ou non. C'est un pacte qu'on lie pour la vie. C'est sans doute ce genre d'idée qu'il a pu avoir avec, on le voit ici, cette lune en Verseau, qui laisse penser à quelqu'un de très humaniste. Alors cette lune en Verseau, ici, elle est malheureusement mal reliée à Neptune. Neptune, dans ses mauvais aspects, comme c'est le cas ici, eh bien, ça peut représenter de la fraude, des gens pas toujours très nets. Alors, si on prend la lune comme significateur féminin, eh bien, on peut y voir également, là encore, comme tout à l'heure, eh bien, un couple dans lequel il y a peut-être eu des moments d'éclipse de Monsieur Lino Ventura. Un couple où sans doute qu'il aimait authentiquement son épouse, hein, il ne se serait pas marié avec sinon, mais il y a peut-être eu des moments où il a peut-être cédé au charme qu'il avait et qui déclenchait sans doute des envies de la part de certaines autres personnes. Alors on sait de façon sûre qu'il y a eu au moins un coup de canif dans le contrat. Alors cet aspect me laisserait penser qu'il y en a peut-être eu d'autres. Mais je n'en sais rien, je n'affirmerai rien de façon sûre. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre chez ce monsieur ? On voit également ici plusieurs planètes. Combien y en a-t-il ? 1, 2, 3. 3 planètes en Lion. Donc on peut penser que c'est quelqu'un qui avait une certaine fierté. Avec le signe du lion, on veut pouvoir se regarder dans la glace et être fier de soi, fier de qui l'on est, et puis fier de ce qu'on a fait, quelles que soient les circonstances, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Alors on voit avec cette fierté, on peut penser à sa façon, d'autant plus que ces planètes-là tombent dans le secteur 12, celui des grandes épreuves d'une vie, les épreuves contre lesquelles on ne peut pas grand-chose. On peut y voir la façon dont très jeune il a souhaité aider sa maman en abandonnant l'école et en travaillant pour rapporter de l'argent, pour l'aider. D'autant plus que l'argent, c'est assez souvent lié au signe du lion aussi. Et d'ailleurs, la planète maîtresse du lion, le soleil, se trouve ici dans le signe du cancer, le signe de la maternité, de la femme, de la maman. On voit bien ici que l'argent va à la famille. Alors on peut voir également avec l'importance du signe du cancer qui ici est habité par 4 planètes dont un luminaire, et pas des moindres, le soleil, l'importance sans doute pour ce monsieur qu'a représenté la famille de départ où il y a eu ce drame avec son père disparu, et puis sa famille d'arrivée où malheureusement il y a eu également un autre drame avec l'un de ses 4 enfants, sa fille, l'une de ses filles, qui, suite à un accident à la naissance, est restée handicapée mentale. On voit que c'est quelqu'un qui a pris la chose très au sérieux et qui n'a pas ménagé ses efforts pour offrir non seulement à sa fille, mais à tous les autres enfants handicapés des structures d'accueil dignes de ce nom. Alors voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur le ciel de naissance de ce monsieur en lien avec sa vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On voit ici, je vois ça maintenant, la tête du dragon ou le nœud nord. Alors c'est un point fictif, c'est pas un astre, c'est un point fictif dans le ciel de naissance. Et ce point représente ce vers quoi on doit aller, ce vers quoi on doit faire des efforts pour évoluer. Eh bien ici, ce point est dans le secteur 4, le secteur de la famille. Donc, encore une fois, on voit le lien avec sa fille, par exemple. Et les efforts qu'il a fait, effectivement, lui,
pour aider les enfants qui sont un peu différents des autres et que, à son époque, étaient un peu mis de côté. Il n'y avait pas vraiment de structure pour les accueillir. Eh bien, il aura fait des efforts dans ce sens. Alors voilà, j'espère que ce survol du ciel de naissance de ce grand acteur, Lino Ventura, qu'on considère comme un acteur français. On l'a toujours connu parlant français, comme vous et moi. Il a fait toute sa carrière en France. Il est arrivé en France très jeune, mais qui était demeuré de nationalité italienne. Eh bien, j'espère que ce survol de son ciel de naissance vous aura plu. Il est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.